Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie The Grudge, un des univers les plus importants de mon enfance. Et donc c'est celui de Kayako et de son fils Toshio, donc deux spectres. Alors on a Kayako avec sa nuque brisée, et celle-ci lui permet de pousser un drôle de son avec sa bouche, un bruit assez perturbant quand même, mais j'adore. Et puis on a son fils Toshio, voilà, qui se met à miauler, mais de façon agressive. Ça déstabilise, c'est assez space quand même. Donc j'ai découvert cet univers grâce au premier film, qui est en réalité le remake américain de You Want the Grudge, mais bon, je vous parlerai du film original à l'avenir. Alors je commence avec le premier épisode, et c'est The Grudge, ne pas oublier, ne jamais pardonner, qui nous emmène à Tokyo, donc plus précisément dans une maison qui paraît normale, sauf que si vous y entrez, vous serez frappé par une malédiction qui vous tuera. Et donc le nombre de victimes augmente, et on rencontre Karen, une jeune américaine qui est aussi frappée par cette malédiction. Et pour tenter de survivre, elle va enquêter sur le passé de la demeure. Alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la structure narrative, puisque le film alterne séquences du présent et du passé, tout en nous présentant plusieurs groupes de personnages. Et du coup, le film, il apparaît comme un puzzle, et je trouve que c'est une bonne chose, puisqu'à la base, nous avons une histoire de maison hantée plutôt classique, et je pense que si on nous avait monté les séquences dans un ordre chronologique, l'histoire aurait été trop facile à suivre. Voilà, ça aurait été trop simple. Et du coup, j'ai été captivé de A à Z. On a des morceaux d'histoire. Et du coup, moi j'avais hâte de pouvoir rassembler ces pièces du puzzle. Le scénario est clair, il se laisse suivre, voilà. Et en plus, il va à l'essentiel, voilà. Il ne va pas perdre son temps sur des choses inutiles, voilà, des trucs débiles. Ensuite, on a une galerie de personnages hétérogènes quand ils font face à d'étranges phénomènes. Il y en a certains qui sont rationnels, et tant mieux, parce que ça ajoute une dose de réalisme. Voilà, ça aurait été tiré par les cheveux si tout le monde croyait directement à cette histoire de fantôme. Et puis on a d'autres protagonistes qui sont divisés, voilà, ils sont perplexes. Et puis on en a d'autres aussi qui n'ont pas le temps de tirer de conclusion, puisqu'ils succombent très vite à la malédiction. Et justement, parmi eux, on a un membre de la famille américaine qui s'installe dans la maison, et celui-ci est totalement paumé, voilà, en ville, à Tokyo. Du coup, il décide de rester à la maison, parce que déjà il y a quand même une sacrée barrière entre le japonais et l'anglais. Voilà, ça reste deux langues très opposées. Et même, il y a aussi ce problème d'orientation, parce que voilà, c'est super difficile quand même de se repérer dans cette immense ville peuplée. Voilà, c'est quand même une forêt de bâtiments, pour le coup. Et donc, déjà, il y a ce côté un petit peu étouffant, le fait qu'elle décide de s'enfermer dans la maison, puisque de toute façon, dehors, c'est encore pire. Et puis du coup, on sent bien que l'action se déroule dans un pays étranger. Là, il s'agit d'une culture différente. On nous fait un peu part des coutumes japonaises. On voit aussi que les Japonais sont très méfiants envers nos Américains. Et puis, on voit qu'ils sont prudents, méfiants. Voilà, ils sont très calmes aussi. Là, on est dans l'inconnu, et justement, on a ce personnage qui décide de se renfermer, qui parvient à retranscrire ce mal-être. Voilà, c'est cette peur de l'inconnu. Et c'est encore pire du coup, puisqu'on fait face à des événements surnaturels. Et pour la plupart des personnages, c'est difficile à avaler, et du coup là on est encore plus dans l'inconnu. Donc moi je trouve que The Grudge aussi, on nous parle aussi de cette peur de l'inconnu, et on ne maîtrise rien, voilà, on ne sait pas ce qui se passe au départ. Voilà, c'est vraiment le surnaturel, en fait, on ne peut pas vraiment y faire grand chose, c'est assez compliqué, c'est pas comme si on faisait face à des êtres humains. Du coup, je dois dire que j'aime beaucoup le style japonais, surtout les fantômes, puisqu'on a ces fameux spectres aux longs cheveux noirs, et ils sont aussi en chair et en os, et ça c'est un style purement asiatique, et je préfère justement quand ils sont en chair et en os, puisqu'il y a cette ambiguïté. Voilà, tu sais pas en fait si tu es face à une personne morte ou vivante. Et j'aime beaucoup cette ambiguïté, notamment le passage où Sarah Michelle Gellar rencontre Toshio, voilà, le petit garçon.
Et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que quand c'est américain, voilà, il y a trop d'artifices. Et là, bon après, vu que là il s'agit d'un The Grudge américain et japonais, voilà, des fois on sent un petit peu la touche américaine, mais ça va, c'est quand même correct. Enfin correct, c'est assez discret quand même. Alors que voilà, quand on voit un film de fantôme américain, là on voit bien les effets spéciaux, etc. Enfin on voit tout le bordel. Alors que les asiatiques, eux, ils sont assez discrets, ils sont assez posés. Voilà, bon je dis pas qu'il n'y a aucun effet, qu'il n'y a pas d'effets spéciaux hein, dans The Grudge. Hein. Voilà, on a peut-être un ou deux passages spectaculaires entre guillemets, mais globalement ça reste quand même assez discret hein, quand on a les fantômes qui se manifestent. Et au passage, j'aime beaucoup l'architecture de la maison, j'aime beaucoup le style. Alors, c'est soft, mais on sent que ce n'est pas français, que ce n'est pas américain. Voilà, c'est différent. Donc moi je trouve que le style japonais apporte un gros plus à cette histoire de fantômes, un sous-genre dont je ne suis pas fan. Je dis pas que je déteste, hein, parce qu'il y a quand même des films de fantômes que j'ai beaucoup aimés, mais globalement, il y a très peu de films de fantômes qui m'ont plu. Et même, les fantômes, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Voilà, c'est... Voilà, surtout qu'en ce moment, voilà, on en a assez bouffé hein, ces dernières années. Voilà, moi je trouve que les Asiatiques s'en sortent très bien dans ce domaine. Autre point positif, on a une ambiance réussie, que j'ai trouvé froide, avec les couleurs bleues, grises, ternes, sombres, et en plus de ça, la façon de filmer est discrète, voilà, c'est posé, on n'a pas de mouvement de caméra violent. Et la bande-son fait partie de celles qui m'ont marqué dans mon parcours de cinéphile. Elle monte en crescendo, enfin voilà, ça fonctionne. Ensuite, on a des scènes d'attaque bien foutues. Alors, je ne dis pas qu'elles sont traumatisantes, mais elles fonctionnent, et on a un résultat tendu et angoissant. Alors par contre, je trouve que les fantômes de Kayako et Toshio ont pris un petit coup de vieux quand même. Bon, pour moi... parce que à l'époque, quand j'étais gosse, ils avaient un impact sur moi. Alors je ne dis pas qu'ils m'avaient traumatisé, mais ils me faisaient un petit peu peur. Alors qu'aujourd'hui, le fait de les revoir, ça ne me fait plus le même effet. Alors je ne dis pas que je suis indifférent hein, quand je les revois, mais je suis... maintenant que j'ai grandi, je suis beaucoup moins réceptif sur le côté frisson. Voilà, sur le côté trouille. Mais après voilà, The Grudge ce n'est certainement pas le seul film qui connaît, avec lequel j'ai ce problème. Voilà, avec tous les films de fantômes, c'est comme ça. Hein. Voilà, en grandissant, je suis de moins en moins réceptif. Mais ça reste un film d'angoisse pour moi, puisque je ne reste pas indifférent quand je vois ces fantômes. Surtout qu'ils sont bien cadrés, bien filmés, et ils sont bien mis à l'écran. Voilà, ils sont bien mis en valeur. Et pour terminer, je vais parler du casting qui m'a beaucoup plu. Alors déjà, on a Sarah Michelle Gellar, voilà, une des plus grandes actrices de mon enfance, voilà, qui a joué dans Souviens-toi l'été dernier, Scream 2, Buffy contre les vampires. On a aussi Clee Duval, je ne sais pas comment on prononce son prénom, Clee Duval, qui a joué dans The Faculty, donc un film qui est addictif. Voilà, pour moi. C'est vraiment, je ne peux pas me passer de ce film. On a aussi Bill Pullman, qui a joué dans Gasper, Surveillance, Lake Placid, un film de crocodile très sympa. Et aussi dans Scary Movie 4, qui est d'ailleurs la parodie de The Grudge. Voilà, je trouve que c'était un bon choix de l'avoir pris. On a aussi Ted Raimi, qui est le frère de Sam Raimi. Et puis on a Ryo Ishibashi aussi, qui a joué dans l'excellent Audition. Donc en conclusion, The Grudge est un très bon film pour moi. Voilà, je lui donne la note de 8,5 sur 10. J'aurais pu lui donner un peu plus, mais voilà, comme je vous l'ai dit, en grandissant, je suis moins réceptif aux fantômes. Et je ne parle pas que de The Grudge, là je parle vraiment de tous les films de fantômes. Voilà, j'ai un petit souci avec ça. Mais sinon, The Grudge, c'est un très bon film d'épouvante, avec une ambiance réussie, et puis une structure narrative aussi qui rend le scénario encore plus intéressant. Enfin voilà, à part le fait que, en grandissant, j'ai de plus en plus de mal avec les spectres, là
là, je n'ai rien à lui reprocher, en fait. Donc, voilà, c'est un 8,5 sur 10. Maintenant, je m'attaque à la suite, donc sobrement intitulée The Grudge 2, dans laquelle on fait connaissance avec Aubrey, qui se rend à Tokyo afin de retrouver sa sœur Karen, donc la survivante du premier opus, qui a déclenché un incendie, donc elle a brûlé la fameuse maison hantée. Et donc malheureusement la jeune femme va également être frappée par la malédiction. Et parallèlement on rencontre Allison, une étudiante américaine qui va aussi vivre l'horreur avec ses 2 camarades de classe. Puis on va également suivre aux États-Unis, donc plus précisément à Chicago, le petit Jake qui va être témoin d'événements paranormaux au sein de son immeuble. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai un gros souci avec cette suite, et ça concerne les protagonistes, parce que je trouve qu'on a une mauvaise gestion des personnages, à commencer par Karen. Alors j'oublie quand même l'affection que j'ai pour l'actrice, mais on n'en fait rien de ce personnage. On la fait revenir juste pour la faire revenir, parce qu'on est dans une suite, et puis on l'expédie très vite du récit, et je trouve que c'est du gâchis. On a sa sœur ensuite, Aubrey. Alors j'aime bien l'actrice, Amber Tamblyn, elle propose un bon jeu, elle montre bien le chagrin de son personnage, et le fait qu'il soit perdu dans un pays étranger. Sauf que son personnage est vide, pour moi il ne sert pas à grand chose, il n'a pas vraiment d'impact sur le scénario. Et ça me fait chier puisque parmi les 3 segments de The Grudge 2, donc il y a celui de l'appartement à Chicago, celui d'Allison et les 2 autres étudiantes, et aussi du coup celui d'Aubrey, c'est celui d'Aubrey justement qui m'intéressait le plus, puisque c'était vraiment le seul qui avait un lien avec la survivante du premier film, Karen. Et finalement c'est le plus vide en fait. Et donc Aubrey, à part le fait d'être triste et perdue, on ne la connaît pas plus que ça. Elle apparaît comme une simple victime, voilà, c'est une proie parmi tant d'autres, et je pense qu'il aurait fallu garder Karen tout le long du film, comme ça on aurait eu une interaction entre les 2 sœurs qui nous aurait permis de bien connaître Aubrey. Parce que là... moi j'aurais voulu en fait que les 2 sœurs se soudent dans le but de voir leur relation s'endurcir. Mais là, pendant une bonne partie du film, on suit Aubrey, un personnage qui n'a rien à dire, et du coup c'est l'exemple même de la suite inutile, c'est la suite qui n'avait rien à raconter, et on a même Eison, le journaliste japonais, qui dit qu'il ne sait plus quoi faire, puisque lui aussi veut mettre un terme à la malédiction, mais voilà, il ne sait plus quoi faire. Mais justement, c'est parce qu'il n'y avait rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire avec cette suite, justement. Donc pour moi, il s'agit d'une suite qui a été conçue pour le pognon. Clairement, The Grudge n'avait pas besoin de suite. Mais puisque The Grudge 2 est venu au monde, voilà, je me suis jeté justement sur cet épisode, hein, je l'ai dévoré. Sauf que personne n'a essayé de sauver les meubles en ce qui concerne le scénario, en fait. C'est vraiment les personnages, c'est pas ça quoi. Moi je dis que ça aurait été génial si Sarah Michelle Gellar était restée tout le long du film. On aurait eu les 2 sœurs ensemble, et là à la fin c'est le drame quand la mort survient. Du coup on aurait eu une bonne séquence dramatique et émouvante. Ensuite du côté de Jake à Chicago, on a sa belle-mère Trish. Alors on lui donne pas mal de temps à l'écran quand même, on sent que... on a l'impression que c'est un personnage important, quand elle fait son arrivée dans l'immeuble, quand elle rencontre les enfants de son petit ami, et ensuite on l'expédie du scénario, voilà, on ne la voit plus, on la voit vite fait à la fin, mais voilà, c'est tout, voilà. Je trouve que son chemin en fait ne mène à rien, on n'arrive à rien. Et dernier exemple sur les personnages foirés, on a Leslie, donc la belle-fille de Trish et la grande sœur de Jake du coup, du coup on rencontre sa meilleure amie qui habite dans le même immeuble. Alors déjà la fille on la voit très peu, et on nous livre une scène que j'ai trouvée ridicule à son sujet. Donc la fille, on comprend qu'elle est frappée par la malédiction, et elle se met à boire du lait pour le recracher, pour le reboire, et le recracher, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc voilà, ce sont les exemples les plus frappants pour moi de personnages foirés. Cette mauvaise gestion de personnages m'a beaucoup dérangé, puisque ça donne un scénario décousu déjà. Et en plus de ça, enfin, je parle de scénario, mais il n'y a pas d'histoire, je suis désolé. Il y a seulement 5 minutes, pendant 5 minutes, on apprend quelque chose sur la backstory de Kayako, et encore, néanmoins, on a quand même un bon rythme, on a pas mal de scènes d'action, et voilà, on ne s'ennuie pas. Et je trouve que c'est toujours une bonne idée hein, de garder cette structure narrative, donc le fait d'alterner passé et présent, voilà, c'est de mélanger 3 segments. Ça nous permet de ne pas nous endormir, parce que vu qu'on suit quand même 3 segments, donc plusieurs groupes de personnages, il faut les présenter. Donc voilà, si on nous avait présenté tous ces personnages en même temps, on aurait eu un début hyper long. Voilà, on aurait eu une exposition, mais voilà, beaucoup trop longue. Donc, quel que soit le segment, on ne s'ennuie pas, mais j'ai quand même une préférence pour les scènes d'action qui se déroulent au Japon, et c'est-à-dire pour les segments d'Aubrey et Allison. Déjà, voilà, il y en a pas mal que j'ai retenu quand même. Déjà, voilà, j'ai découvert le film, voilà, j'avais 10 ans à peu près. Et voilà, ça m'a fait marquer, donc voilà, il y a peut-être aussi ce côté nostalgique, mais je trouve que les scènes au Japon sont quand même un peu plus recherchées, voilà, quand l'action s'amène. Déjà, on a l'atelier photo d'Ezon, le journaliste, on a Kayako et Toshio qui tourmentent les étudiantes, on a le sort d'Aubrey, que j'ai trouvé très intéressant, voilà, c'était bien amené. Et on a aussi la scène d'ouverture, voilà, à Chicago, voilà, que j'ai trouvé assez violente. Et puis on a une véritable atmosphère, voilà, on a une bonne bande son, voilà, comme celle du premier épisode. On a une bonne photographie. Je trouve même que cette suite, au niveau de l'action, est un peu plus féroce que le premier The Grudge. Voilà, c'est une impression. Enfin, je trouve que voilà, c'est un petit peu plus vénère. Voilà. Mais niveau angoisse, voilà, pour moi c'est le premier qui l'emporte. Et puis on a des acteurs aussi hein, qui, sans être exceptionnels, voilà, font du bon boulot. Voilà. On sent vraiment que leurs personnages sont terrorisés. Voilà, certains sont assez hystériques. Et puis j'ai bien aimé l'idée de la maison brûlée qui libère la malédiction. Donc pour le coup, Kayako et Toshio sont libres. Voilà, ils ont un terrain bien vaste. Voilà, ils vont même jusqu'aux États-Unis hein, pour tourmenter leur proie. Et ce qui fait que voilà, il y a ce côté impitoyable. Mais c'est aussi, voilà, ce n'est pas toujours bon, puisque, encore une fois, les scènes d'action, je les ai trouvées meilleures quand elles se déroulaient au Japon. Voilà, voilà, c'est le côté américain, décidément, je trouve que, voilà, enfin, j'adhère moins. Le film reste maladroit, enfin, pour moi, voilà, ce n'est qu'une succession de manifestations surnaturelles, voilà, de scènes d'action, certes bien foutues, voilà, qui donnent un rythme voilà, soutenu, et puis on a des acteurs qui font le taf, mais voilà quoi, c'est le scénario, voilà, le film souffre trop d'un scénario décousu qui n'est pas justifié. Et, voilà, pour moi ça m'a beaucoup gêné, hein, parce que vraiment quand j'arrive à la fin du film, je me dis mais en fait tout ça pour ça quoi. C'est vraiment, et ça m'a surtout fait chier pour le personnage d'Aubrey quoi, parce qu'on l'a su une bonne partie du film, et finalement on en tire quasiment rien, et puis même le choix qu'elle fait à la fin, tu te dis que finalement voilà, valait mieux rester à la maison chez soi à rien foutre, hein, voilà, tu te dis voilà, non, voilà. Donc j'ai vraiment ce sentiment de gâchis, enfin j'ai l'impression d'avoir pédalé dans le vide avec ce film. Donc voilà, la note que je vais lui donner me fait mal, parce que ça reste un film de mon enfance, mais voilà, quand j'étais gosse, je me rendais pas compte. Mais là, en grandissant, voilà, je me rends compte que voilà, c'est pas trop ça, quoi. Voilà, ça me fait mal. Honnêtement, je lui donnerais un 4,5 sur 10. Bon, voilà, c'est pas non plus méchant, mais ça me fait mal, en fait, de donner cette note. Mais voilà, il y a quand même ce côté divertissant, mais voilà, franchement, le peu de points négatifs qu'il y avait, en fait, ça impacte beaucoup, en fait,
sur le résultat. Et puis comme je l'ai dit, pour le premier film, bah les fantômes me terrifient beaucoup moins en grandissant, non, c'est... Je le garde quand même en DVD, hein, voilà. Et pour terminer, je vais parler de The Grudge 3. Donc on retrouve le petit Jake qui n'a plus de famille et qui est dans un hôpital psychiatrique. Et malheureusement, la malédiction le tue, puisque, pour rappel, Toshio et Kayako peuvent agir en dehors de leur maison qui se situe à Tokyo. Voilà, c'est à cause de l'incendie déclenché par Karen à la fin du premier opus. Et donc, le docteur de Jake, Anne Sullivan, souhaite en savoir un peu plus, et donc elle se rend dans l'appartement de Jake, dans lequel elle va rencontrer une petite famille qui sera bientôt la proie de Kayako et de Toshio. Et le seul espoir, en fait, c'est Naoko, une jeune femme japonaise qui pourrait mettre un terme à la malédiction. Alors la grosse nouveauté, puisque The Grudge 3 abandonne le côté puzzle au niveau de la structure narrative, c'est-à-dire que le film n'alterne plus scènes du passé et du présent, avec plusieurs segments qui ont leur propre groupe de personnages. Non, ici, là, on ne suit qu'une époque, donc déjà le présent, et puis voilà, bon, les personnages se rencontrent tous, voilà, c'est pour le coup là, on ne suit qu'une ligne directrice, et en plus de ça, les personnages sont moins nombreux, contrairement à The Grudge 2, et du coup, les scénaristes ont eu le temps de s'intéresser aux personnages. Alors, je ne dis pas qu'ils ont quelque chose de spécial, voilà, ce ne sont pas des personnages exceptionnels, mais on le sent, voilà, au niveau de l'écriture, c'est mieux amené. Voilà, on leur accorde quand même du temps, et puis je me suis attaché à la plupart de ces personnages. Donc The Grudge 3 propose un scénario plus fouillé, mais tout en restant clair, voilà, ça se laisse bien suivre. Scénaristiquement, on sent qu'il y a un but, on sent que les personnages ont des objectifs, on sent que les scénaristes veulent nous mener à quelque chose, même si le film n'a rien d'original, mais en tout cas, The Grudge 3 réussit là où The Grudge 2 a foiré. Par contre, ce qui m'a dérangé dans ce troisième épisode, c'est la colorimétrie, le filtre de l'image. Je ne comprends pas comment The Grudge 3 a pu foirer là où ça n'avait pas lieu d'être. Donc c'est le moment de dire au revoir à l'ambiance froide, c'est-à-dire il n'y a plus ce filtre, ces couleurs bleues, grises, sombres, ce noir profond, surtout dans The Grudge 2. Voilà, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est le moment de saluer, de dire bonjour à ce filtre d'image qui fait téléfilm. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que lors de la post-prod, le gars en fait ou la nana a oublié de s'occuper du visuel en fait. Au niveau des effets spéciaux, ça va, mais je parle vraiment de la colorimétrie en fait. On dirait qu'ils ont oublié ce point, et c'est super important parce que du coup l'ambiance en prend un sacré coup. Là on a des couleurs naturelles en fait. Là comme vous pouvez le voir là, on a des couleurs plus ou moins saturées. Voilà, c'est cette ambiance de mort, cette ambiance froide, elle n'est plus présente ici. Et je trouve ça dommage. Et du coup ça ne rend absolument pas service aux fantômes, puisque quand ils apparaissent, moi en tout cas, je n'ai pas, il y a pas eu de frisson, il y a rien eu en fait. Alors j'étais content de les voir parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, ce sont des fantômes de mon enfance. Enfin dit comme ça, je sais, c'est bizarre, mais clairement, voilà, c'est qu'ils apparaissent le jour ou la nuit, c'est la même chose. Surtout que ils ont cette tendance à apparaître dans des endroits éclairés. Surtout le moment où Lisa aperçoit Toshio dans les escaliers. Là, clairement, j'ai trouvé ça à la limite ridicule. Non, c'est vraiment ridicule en fait. C'est l'absence de réelle colorimétrie, de réel filtre d'ambiance. Ça nique tout en fait. Parce que du coup, on voit bien. En fait, les fantômes, ils sont tout blancs. Les fantômes sont tout blancs, tu ressens vraiment que c'est du maquillage là pour le coup. Alors que dans les deux premiers films, ils étaient bleus, gris, tu vois, c'est sale quoi. Et là, voilà, non, ils sont trop blancs.
C'est vraiment déjà que voilà, j'ai du mal au fur et à mesure des années à être réceptif aux fantômes, mais là clairement bah, c'est assez gênant, du coup ça ne fait plus rien, leurs apparitions n'impressionnent plus. Mais après il y a quand même certaines scènes où les fantômes sont bien filmés, mais c'est surtout Kayako pour le coup là. Mais voilà, justement en parlant de Kayako, bah, même s'il ne s'agit pas de la même actrice, je trouve que on a quand même une bonne contorsionniste. Voilà, je trouve que ça passe bien, mais c'est quand même dommage qu'il y ait cette absence d'ambiance sombre et froide, puisque les fantômes ici dans ce film, ils sont plus violents que d'habitude, j'ai l'impression. Enfin non, c'est même pas une impression, c'est juste que les meurtres, enfin les morts, elles sont quand même plus sanglantes. Donc du coup, bah c'est dommage parce que j'aurais pu redouter Kayako Itoshio dans ce 3e épisode. Voilà, enfin, je les redoutais déjà dans les 2 premiers, mais là, je les aurais redoutés encore plus, du coup, à cause des morts qui sont plus violentes, et enfin assez sanglantes quand même, ce qui est rare, parce que dans les 2 premiers films, c'était pas totalement sanglant, quoi, c'était interdit au moins de 13 ans, quoi, les 2 premiers films, aux États-Unis, je parle. Ici, là, on sent que ça vise un public un peu plus réduit. Donc le niveau de violence, d'horreur, est un peu plus élevé. Et donc c'est dommage, parce que du coup, des fantômes qui nous balancent des morts assez saignantes, bah, moi clairement ça me... Voilà, ça me terrifie un petit peu. Mais cet épisode se rattrape grâce à son rythme. Déjà, bon, en ce qui concerne les personnages, voilà, on apprend ce qu'il faut apprendre. Et puis voilà, comme je l'ai dit, scénaristiquement, on sent qu'il y a un but. Voilà, on sent qu'on veut nous raconter quelque chose, contrairement au 2e film. Et puis entre deux, on a pas mal de scènes d'action que j'ai trouvé suffisamment soignées pour susciter l'intérêt, puisque il s'agit avant tout d'un divertissement. Hein, voilà, The Grudge 3, c'est certainement pas pour réfléchir ou voilà, c'est du divertissement. Et je trouve que les scènes d'action sont assez bien troussées, même si on sent que le budget a été réduit, mais je trouve que ça passe. Dans la façon de filmer par moment, comme la scène du tableau, quand Kayako sort du tableau, Kayako a été très bien mise en valeur. On a aussi la scène d'ouverture aussi qui était douloureuse, et assez sanglante. Et puis on a aussi la 2e scène d'action dans l'hôpital psychiatrique avec le docteur Sullivan, qui est peut-être ma préférée d'ailleurs, puisque c'est une petite course-poursuite. C'était intense quand même, je trouve. Voilà, même si Kayako ne fait pas du tout peur, eh bien je trouve que là c'était très sympa quand même, cette petite course-poursuite. Dans ces longs couloirs blancs avec les portes bloquées là qu'il faut déverrouiller et tout. Enfin, voilà, ça j'avais bien aimé. C'est peut-être ma scène préférée. Et puis on a la dernière partie avec Naoko, Max et compagnie, que j'ai trouvé étonnamment sanglante, explicite au niveau de l'horreur. Alors ça je l'ai déjà dit, mais voilà, ça me surprend encore en fait de voir ce genre de scène dans un The Grudge, voilà, qui est à la base un film de maison hantée peu sanglant. Mais j'ai été surpris et ça m'a fait très plaisir. Et puis sur le plan dramatique, je trouve que The Grudge 3 fonctionne beaucoup mieux que The Grudge 2, puisque comme je vous l'ai dit, les personnages sont moins nombreux, donc ils sont plus travaillés, et même, je me suis attaché à certains d'entre eux, et quand le drame survient, ça me fait un petit peu mal pour eux quand même. Et même les acteurs, je trouve qu'ils font le taf, voilà. Sans faire d'étincelles, mais ça passe. Et je préfère justement regarder cet épisode en version originale avec les sous-titres français, parce que le doublage français c'est pas terrible. Voilà, ça renforce encore plus cet aspect téléfilm. Voilà, déjà à cause du visuel. Et même comme je l'ai dit, le visuel, je trouve que ça ne rend pas service à ce ghost movie. Et ça joue beaucoup en fait. Voilà, là il y a pas mal de points positifs, mais le peu de points négatifs qu'on trouve, ça pénalise un peu le résultat quand même. Ah oui, et dans le casting, on retrouve Shawnee Smith, donc la fameuse Amanda de la saga Saw, donc une de mes actrices préférées. Voilà, là-dessus, je ne suis pas objectif. Mais ça m'a fait très plaisir de la retrouver. Alors pour conclure, The Grudge 3 est moins bon que le premier épisode, mais je le trouve meilleur que le second. J'ai passé un moment plutôt agréable, mais le côté téléfilm m'a vraiment embêté. Il y a des choses quand même
Enfin même je dirais tout simplement que c'était évitable ce point négatif là. C'est même si t'as pas le budget, tu pouvais très bien retrouver la même colorimétrie. Et puis bah après ça reste un film de fantôme voilà basique, hein, voilà, y a rien de bien marquant, mais ça reste plutôt agréable et il faut le voir en version originale. Donc bah, je lui donne la note de 5,5 sur 10. Voilà, c'est quand même correct, mais il y a quand même des choses voilà, qui auraient pu être évitées. Donc bah, en ce qui concerne The Grudge, on se retrouvera en janvier, puisque la nouvelle version va débarquer au cinéma chez nous le 15 janvier. J'en ferai une critique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette trilogie américaine. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!